Dans le premier volet de la vidéo, j'ai présenté les outils manuels indispensables à l'aménagement d'un van qui concernent l'environnement, l'établi, les protections individuelles, le bois massif et les dérivés, ainsi que les outils pour bien mesurer et tracer. Le tout agrémenté de 25 astuces permettant de tirer le meilleur parti des outils en les utilisant le plus précisément possible. Dans le deuxième volet, j'ai abordé les outils manuels pour découper le bois à la bonne cote avec différentes scies, retirer de la matière et créer un arrondi avec un ciseau à bois, percer précisément différents matériaux, visser et dévisser en utilisant tous les types d'embouts et se fixer à la carrosserie avec des inserts à visser. Je vous ai donné également 15 astuces pour gagner en temps et en efficacité. Il est temps maintenant d'évoquer ensemble les outils permettant d'assembler les caissons, d'installer des charnières de porte, de maintenir des pièces de bois pendant l'usinage, de lister les différents types de colle et leurs recommandations d'utilisation, d'aborder la manière la plus efficace de lisser un joint en silicone, nettoyer, protéger, poncer, traiter, peindre le bois, dénuder et sertir des fils et des câbles électriques et enfin de lister tous les outils annexes pour serrer, ranger, organiser et accéder au toit du van. Mais aussi évoquer ceux qui ne présentent selon moi pas d'intérêt particulier. Le tout ponctué de 15 astuces permettant de se simplifier le travail. Je vais aborder maintenant la possibilité d'assembler des panneaux à angle droit, notamment pour constituer les caissons. Il y a différentes manières de le faire, elles sont même très nombreuses. Pour ma part, j'ai plutôt opté pour un kit qui est relativement peu onéreux et qui va permettre de faire des assemblages au tourillon de 6 mm de diamètre. Il est constitué d'un forêt bois de 6 mm de diamètre avec une butée réglable avec une petite clé à 6 pans et de 4 pointeaux en cuivre. J'ai opté pour des tourillons qui font 30 mm de longueur. Sur le forêt bois, j'ai réglé la butée à 16 mm parce que 2 x 16 ça fait 32 mm. De cette manière-là, je suis sûr que le tourillon va rentrer intégralement dans le bois. Étant donné que mon montant ici fait 18 mm de diamètre, je vais faire mon traçage à l'axe, c'est-à-dire à la moitié, à 9 mm, à autant d'endroits que je le souhaite. Ici, je vais mettre juste 2 tourillons. Je peux effectuer un pré-pointage avec le clou pour être bien précis par la suite au niveau du perçage. Et ensuite, je viens percer jusqu'à la butée en essayant de rester le plus vertical possible. Une et dos. J'installe ensuite mes pointeaux avec la pointe vers le haut. Je viens ensuite présenter le panneau qui sera à terme à l'horizontale, très précisément. Et une fois qu'il est bien positionné, je peux appliquer une pression. Pour ça, je peux utiliser aussi éventuellement un maillet. Et lorsque je retourne mon panneau, j'ai bien les marques qui ont été faites pour le futur perçage. Je vais maintenant pouvoir venir percer en me tenant bien à la verticale jusqu'à la butée, en respectant bien les marquages qui ont été faits précédemment. Je peux retirer maintenant mes pointeaux. Ici, je vais faire un montage à blanc, mais pour un montage définitif, on mettrait de la colle ici, de la colle blanche, de la colle à bois. Juste avant d'insérer les tourillons, je peux les emmener jusqu'en butée. Ensuite, je prends ma traverse et j'ai plus qu'à insérer mes tourillons jusqu'en butée. Ici, on peut utiliser aussi éventuellement une pince pour le serrage, pour être sûr qu'on l'a bien emmené jusqu'en butée. Je peux faire ça de chaque côté par exemple. Ou avec une sangle. Pour ma part, j'apprécie beaucoup ce type d'assemblage parce qu'on n'a aucune vis apparente. Il n'empêche qu'on peut néanmoins ici au centre faire un pré-perçage pour compléter avec du vissage. Ce type d'assemblage en plus il est réputé résistant parce que le fameux petit tourillon c'est du bois dur, généralement c'est du hêtre. Et franchement le kit il n'est pas très onéreux si on le compare au prix d'une tourillonneuse électrique et qui peut coûter jusqu'à plus de 200 €. Pour ceux qui souhaitent des assemblages sans vis apparente encore plus résistants, il y a la possibilité d'utiliser des lamellos qui font 4 mm d'épaisseur, ça ressemble à des petites langues de chat, mais là attention, ça peut faire très mal. Une fraiseuse à lamello, ça peut coûter plus de 600 €. Lorsqu'on rajoute des charnières métalliques sur nos caissons de meubles, il faut utiliser un petit gabarit plastique. C'est la société Etich qui fait ça. Si toutefois vous voulez voir comment ça s'utilise, la vidéo se trouve juste ici.
Maintenant qu'on a vu comment faire les assemblages, je vais aller un petit peu plus loin et parler un peu plus en détail du collage et notamment faire quelques rappels sur les différents types de colle. Petite recommandation salvatrice que je donne, même si c'est un assemblage assez simple, c'est toujours une bonne idée de faire un petit dessin tout simplement sur une feuille avec un crayon et de marquer les dimensions, faire une vue de face, une vue de côté, comme ça on sait exactement les pièces de bois qu'on a besoin de débiter. Je vais maintenant passer en revue avec vous les différentes colles dont on peut avoir besoin dans le cadre d'un aménagement de van. Je commence par la colle à bois qu'on appelle aussi colle vinylique ou colle blanche. Je recommande l'achat dans des gros pots de 2,5 kg parce que quand on achète en petite quantité, le prix est vraiment très élevé. Il ne faut surtout pas prendre une colle à séchage instantané, mais plutôt une colle à séchage normale, c'est-à-dire 1h30. Parce que quand on se trompe dans l'assemblage, on est bien content d'avoir le temps de tout démonter, parce que sinon on détruit toutes les pièces, on est obligé de les refabriquer. Lorsqu'on assemble plusieurs planches comme je l'ai fait pour créer des panneaux, il est recommandé d'enlever les excédents de colle au moment du serrage avec une éponge légèrement humide. Il faut savoir que la colle, lorsqu'elle est sèche, elle devient transparente. Après séchage, si on voit apparaître des petits plots de colle, on les enlève tout simplement en faisant glisser un ciseau à bois. Je vais parler maintenant des colles polymères. La marque la plus connue, c'est Sika. Attention, colle Sika, ça veut rien dire, ils ont des dizaines de références. Ces colles-là, on les trouve généralement en deux couleurs, blanche ou noire, et on les applique avec des cartouches et un pistolet. Pour le collage des supports de panneaux solaires unifixes sur le toit du van, j'ai utilisé la référence Sika 552 AT, ainsi que du primaire 207 et de l'activateur 205. Attention pour ces opérations-là qui sont vraiment critiques parce qu'on n'a pas envie, comme moi, que le panneau solaire, à un moment donné, il se décroche sur l'autoroute, n'est-ce pas? Il faut respecter vraiment scrupuleusement toutes les opérations. Vous trouverez une vidéo très détaillée sur ce sujet juste ici, ou dans la description de la vidéo. Pour coller le passe-cloison sur le toit qui va permettre de faire transiter les câbles solaires de l'extérieur vers l'intérieur du véhicule, on utilise la référence 522 ou 521 UV qui sont quasiment similaires. J'ai utilisé cette colle-là aussi pour coller un petit crochet à l'avant du van pour accrocher un tarp, un voile solaire. Pour faire les joints transparents dans la cuisine ou la salle de bain, autour de l'évier par exemple, autour de la table de cuisson, on va utiliser la référence Sikasil P. Pour le collage des vitrages, en ce qui me concerne, les deux baies coulissantes que j'ai installées sur la porte coulissante et puis en face aussi, derrière le siège conducteur, les baies Carbest, il faut utiliser la référence recommandée par Sika, qui est le Sika Tac Go. À nouveau, vous trouverez deux vidéos très détaillées sur le sujet juste ici. Attention, les temps de séchage peuvent aller de 1 heure à 72 heures. Il faut donc bien consulter les notices qu'on peut trouver notamment sur internet et bien s'y référer et bien s'y conformer. Pour coller certains éléments directement sur la carrosserie, comme de la feutrine ou dans mon cas de la toile de jute, on utilise de la colle néoprène liquide. On peut la trouver en spray, mais attention, il faut bien protéger toutes les zones qui n'ont pas besoin de recevoir de colle. Pour ma part, j'ai opté plutôt pour de la néoprène liquide que j'ai appliquée au pinceau. Il faut effectuer un double encollage sur la carrosserie et sur le support, en l'occurrence la feutrine par exemple, et attention, il y a un temps d'attente à respecter avant de mettre en application, qui peut aller de 10 à 20 minutes. Il faut bien se référer aux instructions qui sont sur le pot. Attention, lorsqu'on applique l'habillage sur la carrosserie, la jute par exemple, le collage est immédiat, donc il faut essayer d'être bien précis. Et le collage est définitif après un temps d'attente de 24 heures. Plus occasionnellement, on aura peut-être besoin à un moment donné de colle époxy qui permet de coller entre eux des matériaux différents. Dans mon cas, je m'en suis servi pour coller une tige filetée à l'intérieur d'un cylindre en bois pour les pieds de ma petite table multifonction. Elle est constituée de deux tubes, une résine et un durcisseur qu'on va mélanger ensemble dans une petite barquette plastique. Les colles en cartouche s'utilisent avec un pistolet et moi je recommande vraiment d'en acheter un bon parce que les premiers prix peuvent être vraiment fragiles. Je recommande très chaleureusement de stocker les cartouches à l'intérieur à une température minimale de 20 degrés, voire plus, parce qu'en dessous à 15 degrés ou 10, voire moins en plein hiver, l'application devient une véritable séance de musculation ou alors c'est le pistolet électrique et là c'est le bonheur. Une fois que la canule est ouverte pour éviter le séchage du produit en vue de la prochaine utilisation, il y a plein de méthodes différentes. Il y en a qui mettent du scotch
scotch à l'extrémité. On peut mettre aussi une vis. On peut mettre aussi du film alimentaire transparent entre la cartouche et la canule. Mais très franchement, moi j'ai utilisé différentes méthodes. Quand ça veut sécher, ça sèche. Donc on est parfois obligé de dévisser la canule et de nettoyer ce qui a séché à l'intérieur. Ça, on peut le faire avec une baguette de restaurant chinois par exemple. Et utiliser beaucoup de chiffon. C'est une bonne idée de vérifier la date de péremption qui se trouve sur la cartouche et une fois qu'il est ouvert, il faut utiliser le produit en principe dans le mois. En menuiserie, on a une petite phrase magique qui dit que c'est pas la colle qui chie qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Pour le dire en français, c'est pas la peine de déposer trop de produits parce qu'après on va lisser. Si on enlève cette colle-là, eh ben elle colle pas. Celle qui colle, c'est celle qui reste. Donc autant déposer le minimum de produits possible, c'est-à-dire que la buse, la canule, il faut la couper au plus court. Le dépôt doit se faire en étant toujours en mouvement. Voilà, et on dépose le moins de colle possible. Pour le lissage, on plonge son doigt dans un peu d'eau savonneuse et on essuie l'excédent sur un chiffon. Pour les grandes longueurs, si on doit s'y reprendre à plusieurs fois, c'est très important de bien nettoyer la canule avant de déposer un nouveau trait de colle. Pour maintenir une pièce sur l'établi ou bien plusieurs pièces entre elles pendant le séchage, par exemple, on aura besoin de serre-joints, soit traditionnels comme celui-là, ou bien des serre-joints plus récents en plastique. Avec les serre-joints traditionnels, on pensera bien à utiliser une cale martyre sur le dessus pour éviter d'endommager la pièce. Donc là, je l'ai dévissé au maximum, je viens présenter, je pince ici en dessous pour emmener embutée et c'est seulement lorsque j'ai cette partie-là bien embutée que je viens serrer pour maintenir ma pièce. Et pour le démontage, c'est très simple, on dévisse. Et pour les serre-joints récents, c'est vraiment pratique, on n'a même plus besoin de cale martyre et on a ici un système pour pomper avec la petite poignée jusqu'à ce que le serrage soit définitif. Et là, ma pièce est bien maintenue. Et pour libérer, on a une petite clavette ici en dessous, on clique dessus. Et ça y est, tout est libéré. Lorsque j'ai besoin d'un serrage modéré, j'utilise ma Woolcraft. On l'a vu, c'est très rapide et ça remplit 90% de mes besoins, notamment pour le ponçage. Si au contraire, je veux avoir une puissance de serrage plus importante et être sûr vraiment que ma pièce de bois ne va pas bouger, ça c'est le cas notamment quand j'utilise mon ciseau à bois avec le maillet ou alors le travail à la défonceuse. Dans ce cas-là, je vais utiliser une paire de serre-joints traditionnels. Étant donné que la longueur de serrage est limitée à l'intérieur des serre-joints, lorsque j'avais besoin de serrer sur de grandes longueurs, notamment par exemple pour assembler des caissons pendant le séchage, j'ai utilisé une ou plusieurs sangles à cliquer. Pour éviter d'endommager lors du serrage les angles du caisson, il faudra bien penser à les protéger à chaque extrémité avec une cornière en aluminium, une cornière en bois ou en carton avant d'effectuer le serrage. La sangle à cliquer a été également ma meilleure alliée lorsque j'ai eu besoin de comprimer mes vérins de toit relevables, lorsque j'ai eu besoin de les remplacer. Sans elle, je crois que ça aurait été juste impossible. J'aborde maintenant le thème du ponçage et du traitement du bois. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, c'est pas complètement stupide de se poser la question suivante. Est-ce que je fais d'abord mon assemblage et mon traitement ensuite, ou l'inverse? Si personnellement je devais habiller tout mon van de lambris sur les parois et le plafond, avec du lambris en pin par exemple, eh ben, j'aurais envie de traiter mon bois des deux faces avant de le fixer. Parce que forcément, une fois que le lambris sera fixé sur les murs et sur le plafond, ça va être un peu difficile d'aller traiter la face que je ne vois pas. D'une part, c'est intéressant de traiter la face du bois qui est susceptible de recevoir l'humidité en provenance de la carrosserie. Et ensuite, on a un peu tendance à l'oublier, mais certains traitements font tuiler le bois. Il se déforme si on ne le traite que sur une face. Bon, je ne sais pas si vous l'entendez en bruit de fond, mais j'ai tous mes voisins qui sont en train de s'agacer sur leurs débroussailleuses et leurs tondeuses. Je vais essayer de continuer quand même en espérant que ce soit pas trop perturbant. Dans l'idéal, le papier à poncer, ça s'achète en feuille. Sauf cas exceptionnel, c'est vraiment pas recommandé de travailler directement avec la feuille à poncer dans la main, notamment pour les surfaces planes, parce que notre main, elle est irrégulière, donc ça permet pas de faire du travail vraiment précis. Ce qui est recommandé plutôt, c'est de travailler avec une cale à poncer qu'on peut acheter ou alors qu'on peut se fabriquer. Dans mon cas, j'ai fait ça avec une chute de hêtre. J'ai arrondi ici les deux arêtes supérieures pour que ce soit plus agréable à prendre dans la main. Elle fait environ 12 cm de long par 3 cm de haut et 7 cm de large. Pour que ce soit encore plus agréable, j'ai collé sur le dessous un petit patin en liège de 2 mm d'épaisseur. Il suffit ensuite de découper le papier à bonne dimension, de le replier sur les côtés et là, on a une bonne prise et on peut faire du travail précis.
Si on souhaite faire ce qu'on appelle un cassage d'arête sur un angle pour que ce soit pas désagréable au toucher, on peut très bien le faire à la main. Ça, la cale à poncer, c'est très bien. Par contre, si on veut un arrondi plus prononcé de 5, 8, 10, 15 mm de rayon, à ce moment-là, on va travailler plutôt avec la défonceuse. Ce qui est bien avec le papier à poncer, c'est qu'on peut le rouler aussi, plus ou moins finement sur lui-même. Et du coup, ça nous fait un petit cylindre qui va nous permettre d'aller poncer, par exemple, les sections circulaires lorsqu'on a enlevé du bois à l'intérieur d'un panneau, par exemple. Les grains pour les papiers à poncer sont exprimés en chiffres, 80, 100, 120, etc. Plus le chiffre est bas, plus on enlève de la matière, et plus le chiffre est élevé, plus on fait un ponçage fin. Pour de l'aménagement de vanne, on peut commencer à poncer en 80, puis en 100 et terminer en 120. Mais pour ceux qui souhaitent vraiment avoir un rendu façon ébéniste, on peut aller au-delà jusqu'au 180, voire 240. Avoir une lime, ça peut être pas mal aussi pour ébavurer une découpe qui a été faite dans le métal, dans l'alu par exemple, ou une tige filetée. La peinture ainsi que les différents traitements peuvent être appliqués au pinceau. C'est bien d'avoir un jeu avec différentes largeurs. Le chiffre qu'on trouve directement sur le pinceau, c'est la largeur en millimètres. Et c'est bien, je trouve aussi, d'en avoir un très fin, un pinceau d'écolier, qui va permettre d'aller dans les moindres recoins. Pour bien homogénéiser la peinture, le traitement, le vernis, etc., on peut utiliser une chute de bois pour bien mélanger avant l'application. Et une fois que c'est sec, on peut le réutiliser. Et pour les grandes surfaces, le rouleau avec le bac à peinture. Et je rappelle la petite astuce du sac plastique pour les feignasses comme moi qui ne veulent pas nettoyer le bac à chaque fois. Il suffit de rentrer le bac dans le sac plastique, de fermer tout ça proprement, de le scotcher. Ensuite, on met la peinture, le traitement. On fait son application et ensuite, on n'a plus qu'à déscotcher le sac, le retourner et le mettre à la poubelle. Attention, certains traitements se passent en plusieurs couches comme l'huile dure ou le vernis et à chaque fois qu'on fait un passage, on a tendance à faire sortir les pores du bois, un petit peu comme un chat qui hérisserait ses poils. Donc entre chaque couche, surtout il faut bien le faire, il ne faut pas hésiter à faire un égrenage avec un grain fin qui va du 180 au 240. Et pour certains produits écologiques, je pense aux huiles spécifiques pour plantes de travail par exemple, il faut bien penser à enlever les excédents avec un chiffon avant le séchage. Allez, on passe à l'outillage à main qui concerne l'électricité. Et étant donné que le véhicule va subir les vibrations qui proviennent de la route, on va toujours, dans le cadre de l'aménagement, utiliser du fil souple ou du câble souple. Si ça n'est pas clair pour tout le monde, un fil, c'est juste un fil, et un câble, c'est plusieurs fils réunis, 2, 3 fils réunis par exemple, qui sont gainés ensemble. Pour les fils de petite section, de 0,75 à 6 mm, pour ma part, je me suis équipé d'une pince ultra simple. Il suffit de suivre les indications qui sont directement sur la pince. Mais bien évidemment, on peut acheter une pince beaucoup plus sophistiquée. Il y en a même sur lesquelles on peut indiquer quelle est la longueur du fil à dénuder. Pour dénuder les fils de plus grosse section, au-delà de 6 mm, la méthode la plus économique et la plus efficace que j'ai trouvée pour ma part, c'est le bon vieux cutter. Pour le câble électrique souple, 3 brins, la phase, la terre, le neutre, en 3G1.5 pour l'éclairage ou 3G2.5 pour les prises 230 volts, j'ai opté pour ma part pour le Jokari qui ne coûte pas très cher. Pour régler la profondeur de la lame, on va trouver à l'extrémité du manche une petite molette qu'il suffit de tourner dans un sens ou dans l'autre. On capture ensuite le fil à l'intérieur du Jokari et on applique 1 voire 2 rotations. On n'a ensuite plus qu'à ouvrir la gaine de proche en proche pour dénuder. Et le tour est joué. Pour finaliser les connexions électriques avec des cosses à œillet, on va utiliser de la gaine thermorétractable qu'on peut trouver en différentes couleurs et différentes sections. On les fera se rétracter soit avec un décapeur thermique, soit avec un sèche-cheveux. Les cosses à œillet existent dans différentes tailles en fonction de la section du câble et il est très chaudement recommandé de les sertir avec la pince adéquate. Pour le sertissage des câbles de puissance, notamment ceux qui transitent entre la batterie principale et la batterie secondaire, je m'étais arrangé à faire ça avec mon étau. Et ça, c'est pas du tout recommandé, on risque d'avoir des départs de feu. Donc je ferai une vidéo vraiment spécifique sur le sertissage des câbles de puissance. On peut également utiliser de l'adhésif d'électricien qu'on peut trouver en différentes couleurs, notamment en rouge et en noir, pour identifier les polarités. Et le scotch de peintre, lui, on va l'utiliser pour identifier chaque extrémité de câble ou de fil, comme par exemple glacière, pompe immergée, etc. Parce qu'une fois que tous les habillages sont terminés, il n'y a rien de plus pénible que de voir un fil qui pendouille et on ne sait pas du tout
tout à quoi il est relié, si vous voyez ce que je veux dire. Et dernier accessoire pour l'électricité, facultatif cette fois-ci, c'est le multimètre qui permet de vérifier des ampérages et des tensions. Dans mon cas, j'ai été très heureux de l'avoir lorsque j'ai installé ma caméra de recul pour repérer l'alimentation 12 volts au niveau du plafonnier. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du van, on aura parfois besoin de faire un petit coup de propre. Et pour ça, les deux incontournables, c'est la bonne vieille balayette avec la pelle. Donc ça va être pour nettoyer le sol du van, par exemple, en fin de journée, pour faire un petit coup de propre pour repartir motivé le lendemain matin. Mais la balayette peut servir aussi à nettoyer un panneau ou nettoyer l'établi après une découpe qui a fait pas mal de poussière. Une spatule pour gratter, pour affleurer ou enlever un excédent de colle. Ça peut être une bonne idée aussi de récupérer de vieux draps pour protéger notamment les vitrages lorsqu'on fait de la découpe de carrosserie à l'intérieur ou à l'extérieur du van. Et des chiffons, beaucoup de chiffons, ne serait-ce que pour se laver les mains, à partir de vieux t-shirts par exemple. Ça va permettre aussi de lisser, comme on l'a vu tout à l'heure, les joints en silicone. Pour l'outillage d'hiver que je ne savais pas vraiment très bien comment classer, je vous les donne en vrac. Un escabeau par exemple, c'est indispensable ça. Si on a besoin d'aller sur le toit du van, il faut un escabeau. Et petit rappel qui a l'air tout à fait anodin, mais quand on a besoin de déplacer un escabeau pour se déplacer le long du véhicule, on le porte pas ouvert comme ça parce que on risque de trébucher et puis de tomber avec. Quand on a besoin de déplacer un escabeau, on le referme. On se déplace, on le rouvre et on l'utilise à nouveau. Et quand on a besoin de se déplacer, plutôt que jeter tous les outils à main en vrac dans un sac, il faut bien avouer qu'une bonne vieille caisse à outils, c'est super pratique. On peut les acheter toutes faites, de différentes tailles, en plastique, mais aussi on peut se la fabriquer, comme c'était le cas pour moi il y a plusieurs années. J'ai organisé tout ça en tiroirs, par rubrique spécifique. Là par exemple, j'ai mes forêts. Ici, je vais avoir plutôt mes différentes clés et ça c'est super pratique parce que très rapidement, avec l'habitude, je sais où aller chercher et trouver un outil manuel directement en quelques secondes. Si vous souhaitez fabriquer votre propre caisse à outils, je recommanderais tout d'abord un système de blocage des tiroirs. Dans mon cas, c'est très simple, c'est juste une baguette ici qui me permet de bloquer tous mes tiroirs pendant le transport. Je recommanderais aussi sur le dessus de laisser un plateau qui soit ouvert pour mettre les objets qui sont un petit peu volumineux et bien évidemment en dessous un système de roulettes. Et par respect pour l'environnement, je trie tous mes déchets. J'ai une poubelle tout venant, j'ai une poubelle aussi où j'ai tous les dérivés du bois qui peuvent être recyclés et enfin une poubelle pour tout ce qui est chute de métal. Et je vais terminer cette vidéo avec les inutiles, c'est-à-dire les outils qui, à mon sens, ne présentent aucun intérêt. C'est pas la peine de les acheter. Et dans la liste, je vais mettre le rabot, qu'il soit manuel ou électroportatif. C'est difficile à maîtriser, c'est un peu incertain, c'est la meilleure manière de faire des trous et des bosses, donc je fais partie de la team no rabot. Personnellement, si je devais raccourcir un panneau en largeur par exemple ou en longueur, je vais plutôt utiliser une coupe franche avec ma scie plongeante par exemple, ce sera bien plus précis. Mais je suis ouvert à discussion, il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis, donc n'hésitez pas à me dire les petites astuces que vous avez en commentaire. Et je suis pas non plus très fan des vis autoforeuses, vous savez ces vis qui percent et qui vissent en même temps pour fixer des choses dans la carrosserie. Ça c'est pas très bien, notamment lorsqu'on a besoin de faire un démontage par la suite. Je préfère largement utiliser mes petits inserts à visser. Bref, je ne les ai utilisés pour ma part que quand je n'avais pas d'autre solution. Allez hop, fini, chiusato, je remballe. Et bien voilà, le temps est venu pour moi de clôturer cette vidéo. C'était un petit peu long, mais il y avait quand même pas mal de choses à repréciser qui, je pense, vous auront apporté des billes à celles et ceux d'entre vous qui sont en train de se lancer dans leur aménagement. Vous pourrez bien évidemment utiliser le chapitrage de la vidéo si vous voulez atteindre directement et revoir les sections qui vous intéressent. Le deuxième volet de la vidéo arrive très bientôt avec tout l'outillage électroportatif, la scie sauteuse, la scie plongeante sur rail, la défonceuse, etc. Merci à vous de partager le lien de cette vidéo, à mettre un petit pouce, un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et comme on dit en Allemagne, abonnez sich, abonnez-vous, c'est bon pour le référencement de la chaîne. Et puis moi, ça m'encourage à vous faire de belles vidéos par la suite. Je vous dis à très bientôt, profitez bien, kiffez bien la life et talk soon! Les
différentes cols dont on peut avoir besoin dans le cadre d'un aménagement de vanne. Dans un aménagement de vanne, articule mon zozo, articule, comment veux-tu, que j'enfile mon pull. Je vais parler maintenant des cols polymères. Attention, ces opérations-là, faut bien Attention, les temps de séchage peuvent aller de... Les temps de séchage, ça c'est pas facile à dire. Les temps de séchage. L'archiduchesse. Une fois que la quenule... Et pour les grandes surfaces, le rouleau et le black. Et le black. Le black. Non, c'est rouge. C'est un bac. C'est vrai, rien à voir. Oh, les oiseaux, ouais. Je sais pas si vous les entendez, ils sont au taquet là. Ça fait trop plaisir. Vive le printemps. Ça va être un peu difficile d'aller traiter la face que je ne vois pas. Mais c'est bon, hein. Il n'y a pas que l'aménagement de vanne dans la vie. Il y a l'apéro aussi. C'est l'heure de l'apéro. Comment que, pardon, le drone, je ne termine pas la vidéo avec une vue de drone. Ben non, et là on est en pleine ville, il faut être sérieux, je peux pas faire voler de moustiques. Non mais attendez les gars, là, le drone c'est comme les antibiotiques, hein, c'est pas automatique.